Quand mes enfants ont posé des questions sur le voyage au parc à thème pour lequel j'ai payé 14 000 $, ma mère a dit « Nous avons emmené les enfants de ta sœur à la place, ils apprécient plus. » Je suis resté silencieux. Un mois plus tard, quand elle a demandé « As-tu réglé le paiement de la voiture ?» j'ai répondu « Laisse ta famille préférée s'en charger. » Ce soir-là, j'ai retiré mon nom de tous les comptes. Et à 21h42, mon frère a laissé un message vocal auquel je ne m'attendais pas. Je m'appelle Ryan. J'ai 42 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie d'adulte, c'est que la fiabilité est souvent confondue avec la disponibilité. Au cours des 8 dernières années, j'ai été la personne que ma famille appelle lorsque l'argent se fait rare. Lorsque maman a eu besoin d'aide pour son prêt immobilier après le décès de papa, j'ai mis en place des virements automatiques depuis mon compte. Lorsque le mari de ma sœur est parti et l'a laissé avec une pile de factures médicales, je les ai discrètement couvertes sans demander de remboursement. Lorsque la voiture de mon frère a été saisie, j'ai co-signé un nouveau prêt et je me suis assuré que les paiements étaient effectués chaque mois sans faute. Je n'en ai jamais fait tout un plat. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On se présente, on aide, on ne compte pas les points. Mes 3 enfants, Emma, Liam et Sophie, ont entre 7 et 12 ans. Ce sont de bons enfants. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils comprennent que papa travaille de longues heures au centre de distribution, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que nous économisons pour les choses qui comptent. L'année dernière, lorsqu'ils ont demandé à aller au grand complexe de parc à thème à 3 états de distance, j'ai vu l'espoir dans leurs yeux. Le genre d'espoir qui donne envie de faire des heures supplémentaires. Alors, je l'ai fait. Pendant 6 mois, j'ai pris toutes les heures supplémentaires disponibles. J'ai sauté des déjeuners, j'ai conduit 15 minutes de plus jusqu'à la station-service la moins chère, j'ai annulé mes propres abonnements. J'ai économisé 14 000 $. Chaque dollar était destiné à ce voyage, vol, billet d'entrée au parc, l'hôtel avec la piscine, le petit déjeuner avec les personnages, tout le nécessaire. Ce serait le voyage d'une vie pour mes enfants. Ma mère a proposé d'aider à l'organiser. Elle était à la retraite. Elle a dit qu'elle avait le temps de s'occuper des détails de la réservation, de coordonner avec l'agence de voyage, de s'assurer que tout soit parfait. Je lui ai transféré l'argent sur son compte en 3 versements. Elle m'a envoyé des numéros de confirmation, des itinéraires, des SMS enthousiastes sur à quel point ce serait incroyable. Emma comptait les jours sur un calendrier fait maison dans sa chambre. Liam a recherché chaque attraction en ligne et a élaboré une carte stratégique. Sophie s'est entraînée à signer des autographes dans son carnet pour les rencontres avec les personnages. Ma sœur Vanessa a 2 enfants, tous 2 adolescents. Elle a toujours été la préférée de maman, l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Même lorsqu'elle faisait des choix discutables, maman trouvait des moyens de la défendre. Même quand elle empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, maman parlait de circonstances malheureuses. Les enfants de Vanessa étaient plus âgés, plus sophistiqués, le genre à lever les yeux au ciel lors des dîners de famille et à passer des visites entières à regarder leur téléphone. Je ne l'ai pas vu venir. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. 3 semaines avant le voyage prévu, mes enfants sautaient dans la cuisine après l'école, parlant de ce qu'ils allaient emporter, des attractions qu'ils feraient en premier. Emma a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux marrons et a demandé quand grand-mère viendrait les chercher pour l'aéroport. J'ai appelé maman pour confirmer les derniers détails. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix légère et désinvolte. Je lui ai demandé à quelle heure elle avait besoin que je dépose les enfants chez elle avant le vol. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, calmement, qu'elle devait me dire quelque chose. Elle a dit qu'elle avait emmené les enfants de Vanessa à la place. Elle a dit qu'ils appréciaient davantage ces opportunités. Elle a dit que mes enfants étaient encore jeunes et ne se souviendraient de toute façon pas des détails, il était donc plus logique d'emmener les plus âgés qui pourraient vraiment en profiter. Je suis resté dans ma cuisine, le téléphone à la main, regardant mes 3 enfants danser autour de la table, complètement inconscient que le voyage de leur rêve venait d'être offert à d'autres. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste dit d'accord et j'ai raccroché. Emma a demandé si tout allait bien avec grand-mère. Je lui ai dit que oui. Je leur ai dit qu'il y avait eu un problème de planification avec le voyage et que nous devions le reporter. J'ai regardé leur visage s'assombrir. J'ai regardé les yeux de Sophie se remplir de larmes qu'elle essayait de cacher. J'ai regardé Liam acquiescer et dire que c'était d'accord, même si je savais que ce n'était pas le cas. Ce soir-là, après qu'il soit allé se coucher,
je me suis assis dans le salon sombre et j'ai regardé le mur. J'ai pensé à chaque fois que j'avais viré de l'argent, à chaque facture que j'avais payée, à chaque crise que j'avais réglée. J'ai pensé à la façon dont j'étais toujours celui sur qui on pouvait compter, le plan de secours, le distributeur automatique avec un pot. Ils apprécieraient davantage. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir, additionnant 8 ans de soutien invisible. Le samedi suivant, il y avait un barbecue familial chez maman. C'était l'un de ces rassemblements obligatoires où tout le monde se présentait parce que maman s'y attendait. J'ai emmené mes enfants même si je voulais rester à la maison. Je n'avais presque parlé à personne de la semaine. La cour était pleine de parents. Mon frère Marcus était là avec sa femme. Vanessa est arrivée en retard, ces 2 adolescents la suivant avec des sacs de courses de magasins chers dans lesquels je ne pouvais pas me permettre d'entrer. Maman était au barbecue à rire avec ma tante de quelque chose. Mes enfants étaient assis tranquillement à la table des enfants, picorant de la salade de pommes de terre. J'ai remarqué Emma regarder la fille de Vanessa montrer un nouveau sac à main de créateur. J'ai remarqué Liam fixer ses baskets, celle avec le trou près de l'orteil que je n'arrêtais pas de vouloir remplacer mais que je n'avais pas fait parce que j'économisais pour un voyage qui n'a jamais eu lieu. Vanessa s'est approchée de moi en tenant un verre de limonade, souriant de ce sourire qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose ou voulait tordre un couteau sans se faire prendre. Elle a dit que le parc à thème était absolument incroyable. Elle a dit que ses enfants avaient passé le meilleur moment de leur vie. Elle m'a remercié d'avoir été si compréhensif au sujet du changement. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par compréhensif. Elle a ri et a dit que maman lui avait dit que j'avais été tout à fait d'accord pour échanger les enfants. Elle a dit qu'elle savait que je comprendrais puisque mes enfants étaient encore petits et n'apprécieraient pas vraiment les détails les plus fins de l'expérience. Elle a dit que peut-être, quand ils seraient plus grands, ils pourraient faire un voyage plus petit quelque part de moins cher. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Ce n'était pas encore de la colère. C'était plus froid que ça. C'était de la clarté. Marcus nous a rejoints, tenant une bière. Il a demandé si j'avais vu les photos du voyage. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler les images. Les enfants de Vanessa sur les montagnes russes. Les enfants de Vanessa rencontrant des personnages. Les enfants de Vanessa dans la suite de luxe de l'hôtel. Mes 14 000 $ finançaient des souvenirs pour des enfants qui n'étaient pas les miens. Maman s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. Elle a dit qu'elle était contente que nous puissions tous être ensemble en famille. Elle a dit que la famille signifiait se soutenir les uns les autres quoi qu'il arrive. Je l'ai regardée. J'ai demandé si elle se souvenait de qui avait payé ce voyage. Elle a agité la main avec désinvolture et a dit, bien sûr qu'elle l'a fait, mais tout est resté dans la famille de toute façon, alors qu'est-ce que ça pouvait faire? Je lui ai dit que cela comptait pour mes enfants. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Elle a dit que mes enfants s'en remettraient et que j'étais trop sensible. Vanessa a ajouté que je devrais simplement être heureux que quelqu'un ait pu profiter du voyage puisque cela aurait été du gaspillage sinon. Je me suis tenu là, entouré de ma famille, et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû voir il y a des années, je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais une ressource. J'étais le fonds d'urgence auquel ils accédaient sans demander. J'étais la police d'assurance qu'ils encaissaient chaque fois que la vie devenait gênante. Emma a tiré sur ma manche et a demandé si nous pouvions rentrer à la maison. Sa voix était petite, vaincue. Elle avait tout entendu. Je lui ai dit que oui. J'ai rassemblé mes enfants et nous sommes partis sans dire au revoir à personne. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai entendu Vanessa dire quelque chose sur le fait que j'étais dramatique. J'ai entendu Marcus rire. J'ai bouclé mes enfants dans leur siège. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit en silence pendant qu'Emma pleurait doucement sur la banquette arrière et que Liam regardait par la fenêtre et que Sophie serrait son ours en peluche contre elle. Ce soir-là, je ne suis pas allé me coucher. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel du bâtiment qui se tassait. Mes enfants dormaient au bout du couloir. Je pouvais entendre la douce respiration de Sophie à travers la porte entrouverte de sa chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé l'écran. La lumière bleue me faisait mal aux yeux. J'ai ouvert mon application bancaire, mes comptes de carte de crédit, mes documents de prêt. J'ai commencé à faire des listes, 8 ans de virements automatiques,
8 ans de prêt co-signé, 8 ans de police d'assurance avec mon nom attaché, de factures d'électricité acheminées par mes comptes, de paiements hypothécaires couvrant des maisons où je ne vivais pas. J'ai calculé le total, plus de 220 000 $, sans compter les intérêts, sans compter les opportunités que j'avais manquées parce que mon argent circulait toujours ailleurs. J'ai pensé aux vacances que j'avais promises à mes enfants il y a 3 ans et que j'ai annulées parce que Vanessa avait besoin d'aide pour son avocat de divorce. J'ai pensé à la voiture que je conduisais encore avec 290 000 km parce que Marcus avait besoin que je co-signe son bail. J'ai pensé aux fois où je m'étais rendu malade à prendre des quarts de travail parce que le toit de maman avait besoin de réparation ou que ses impôts fonciers étaient dus. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit qu'ils apprécieraient. Je me suis dit que c'était ce que faisaient les bons fils, les bons frères, les bons membres de la famille. Mais assis là dans le noir avec les larmes séchées de ma fille encore fraîches dans ma mémoire et l'expression vaincue de mon fils gravée dans mon esprit, j'ai compris la vérité. Il n'appréciait pas. Il s'y attendait. Il se sentait en droit de l'avoir. J'ai pensé à mon père. Il est mort quand j'avais 34 ans. Crise cardiaque, soudaine. Aucun avertissement. À ses funérailles, maman m'avait pris à part et m'avait dit que j'étais maintenant l'homme de la famille. Elle a dit que cela signifiait prendre soin de tout le monde. J'avais pris cette responsabilité au sérieux. Trop sérieusement. Papa aurait eu honte de la façon dont il traitait ses petits-enfants. Je suis resté assis là jusqu'à 4 heures du matin, sans bouger, clignant à peine des yeux. J'ai regardé le ciel s'éclaircir à travers la fenêtre de la cuisine. J'ai entendu l'alarme d'Emma se déclencher au bout du couloir, le bruit de petits pieds se dirigeant vers la salle de bain. Elle est entrée dans la cuisine encore en pyjama, se frottant les yeux. Elle a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé si nous allions un jour en vacances. Je lui ai dit que oui, nous le ferions. Juste nous, juste notre famille. Elle m'a serré dans ses bras. Elle avait 12 ans et elle me serrait dans ses bras comme si elle essayait de me maintenir entier. Après avoir mis les enfants dans le bus scolaire, je suis rentré à l'intérieur. Je me suis assis à nouveau à la table. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai regardé le numéro de maman, le numéro de Vanessa, le numéro de Marcus. Je n'ai appelé aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai commencé à ouvrir des documents, des formulaires d'accès au compte bancaire, des accords de prêt, des déclarations de police d'assurance, des listes d'utilisateurs autorisés de cartes de crédit, tous les endroits où mon nom apparaissait, tous les fils financiers me reliant à leur vie. J'ai commencé à faire des captures d'écran, à enregistrer des PDF, à créer un dossier sur mon bureau intitulé « Documentation ». Des mois de relevés, des années de virements, des schémas de dépendance qu'ils avaient construits autour de ma fiabilité. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Il disait qu'elle espérait que je n'étais pas encore contrarié par le week-end. Il disait que la famille était la famille et que nous devions tous faire des sacrifices parfois. Il disait qu'elle avait besoin de me parler de son paiement de voiture. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Je n'ai pas répondu. J'ai passé toute la journée à construire un tableur, chaque paiement, chaque date, chaque montant. J'ai codé par couleur, les paiements hypothécaires en bleu, les paiements de voiture en vert, l'assurance en jaune, les services publics en orange, les cartes de crédit en rouge. Le tableur était brutal dans sa clarté. Je finançais leur vie tout en parvenant à peine à maintenir la mienne à flot. Quand les enfants sont rentrés de l'école, j'ai fermé mon ordinateur portable. Je leur ai préparé le dîner. J'ai aidé aux devoirs. Je les ai bordés. Je leur ai dit que je les aimais. Je leur ai dit que les choses allaient être différentes. Liam a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit que je lui expliquerais bientôt. Cette nuit-là, je me suis couché dans mon lit à regarder le plafond. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais froid, calme, concentré. Je savais exactement ce que je devais faire. La première chose que j'ai faite a été de ne rien faire. Pendant 3 semaines, j'ai observé et attendu. J'ai observé les schémas. Maman a envoyé 2 SMS au sujet des factures. Marcus a envoyé un rappel concernant la date d'échéance du paiement de sa voiture. Vanessa a appelé pour demander si je pouvais aider sa fille avec les frais de candidature à l'université. J'ai répondu poliment, vaguement. Je leur ai dit que j'allais y regarder. J'ai dit que je reviendrais vers eux. Je ne l'ai jamais fait. La 4e semaine, maman a appelé.
Elle a demandé si j'avais oublié le paiement de sa voiture. Son ton était tranchant, cette acuité qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais irresponsable. Je lui ai dit que je n'avais pas oublié. Je lui ai dit qu'elle devrait demander à sa famille préférée de s'en charger. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai dit qu'elle savait exactement ce que je voulais dire. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai commencé. J'ai commencé par les banques. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à tous les comptes où j'étais répertorié comme titulaire conjoint, utilisateur autorisé ou payeur de secours, le compte courant de maman, l'épargne de Marcus, la carte de crédit d'urgence de Vanessa. J'ai retiré mon nom de tous ces comptes. Chaque formulaire a pris quelques minutes à remplir, signature numérique, vérification d'identité, soumission. Confirmé. Terminé. Je suis passé aux prêts automobiles. Ensuite, j'ai appelé la société de financement pour la voiture de Marcus. J'ai expliqué que j'avais besoin d'être retiré en tant que cosignataire en raison de circonstances financières modifiées. Ils m'ont transféré 3 fois. J'ai attendu en ligne en écoutant de la musique générique. Finalement, un superviseur a expliqué que je ne pouvais pas simplement être retiré, mais que je pouvais demander un examen. J'ai rempli les documents. J'ai tout documenté. J'ai contacté les compagnies d'assurance, 3 fournisseurs différents, habitation, automobile, santé. J'étais répertorié comme garant ou payeur secondaire sur tous. J'ai rempli des formulaires de retrait. J'ai fait notarier des documents. J'ai envoyé du courrier certifié. J'ai gardé des copies de tout. Les compagnies de services publics étaient plus faciles. J'ai appelé et j'ai expliqué que je n'étais plus responsable des comptes à 3 adresses différentes. Ils ont transféré les comptes à la résidence principale. J'ai reçu des emails de confirmation dans les 48 heures. J'ai ouvert les paramètres de virement automatique dans mon compte bancaire. 8 ans de paiement programmés chaque mois comme sur des roulettes, de l'argent sortant pour que la vie de tout le monde se déroule bien. J'ai annulé tous ces paiements. L'écran a demandé si j'étais sûr. J'ai cliqué sur oui. J'ai parcouru mes cartes de crédit. J'avais ajouté maman et Vanessa comme utilisatrices autorisées il y a des années pour les urgences. Je les ai retirées. J'ai demandé de nouveaux numéros de carte. Les anciens seraient refusés dans les 24 heures. J'ai vérifié le compte hypothécaire que j'aidais. La maison de maman. Je ne figurais pas sur l'acte, mais je faisais des paiements supplémentaires depuis 8 ans. Je me suis connecté au portail de paiement et j'ai supprimé mes informations bancaires stockées. Plus de contributions automatiques. À minuit, j'avais coupé tous les liens financiers, tous les fils coupés, toutes les obligations terminées. Je me suis adossé et j'ai regardé mon tableur une dernière fois. Je l'ai mis à jour avec les dates de résiliation. Les cellules bleues, les cellules vertes, les cellules jaunes, oranges, rouges, toutes maintenant marquées comme terminées. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale à nouveau. Messagerie vocale. Elle a laissé 4 messages. Je ne les ai pas écoutés. Vanessa a envoyé un SMS. Elle a demandé s'il y avait un problème avec sa carte de crédit. Elle a dit qu'elle était refusée. Je n'ai pas répondu. Marcus a appelé à 23 heures. Il a dit que son assurance auto lui avait envoyé un avis de paiement. Il a demandé si j'avais oublié de la payer. Je lui ai dit que je n'avais rien oublié. Je lui ai dit qu'il était responsable de ses propres factures maintenant. Il a commencé à se disputer. J'ai raccroché. À 21h42, mon téléphone a vibré avec une notification de messagerie vocale. Le numéro était celui de Marcus. J'ai failli le supprimer sans l'écouter. Quelque chose m'a fait appuyer sur lecture. Sa voix était différente, calme, sérieuse. Il a dit qu'il avait besoin de me dire quelque chose. Il a dit qu'il aurait probablement dû me le dire il y a des années, mais maman lui avait fait promettre de ne pas le faire. Il a dit que quand papa est mort, l'assurance vie de papa a versé 300 000 $. Il a dit que maman avait dit à tout le monde que ce n'était que 50 000 $. Il a dit qu'elle avait partagé le reste entre elle et Vanessa. Il a dit qu'elle avait dit à Vanessa que je n'avais pas besoin de le savoir parce que j'étais déjà financièrement stable et qu'elles en avaient plus besoin. Il a dit que maman avait toujours prévu de me garder comme le distributeur automatique familial.
Il a dit qu'elle avait dit à Vanessa il y a des années que j'étais trop fiable pour partir un jour. Il a dit que l'histoire du voyage au parc à thème était un test que Vanessa avait suggéré pour voir combien de manque de respect je tolérerais. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il aurait dû dire quelque chose plus tôt. Il a dit qu'il comprendrait si je ne lui adressais plus jamais la parole. Le message vocal s'est terminé. Je suis resté assis là, mon téléphone à la main, fixant l'écran noir. Tout prenait sens maintenant. Chaque rejet, chaque attente, chaque fois qu'il me traitait comme si j'étais moins que rien. C'était calculé, délibéré, stratégique. J'ai sauvegardé le message vocal. Je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Puis je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai commencé à élaborer de nouveaux plans. 2 jours après que j'ai tout coupé, maman s'est pointée chez moi. Je rentrais du travail, encore en uniforme d'entrepôt. Elle se tenait sur mon porche, son sac à main à la main, le visage crispé de colère. Elle m'a demandé ce que je pensais faire. Elle a dit que le paiement de son hypothèque avait été rejeté. Elle a dit que la compagnie de service public l'avait appelée au sujet d'un solde impayé. Elle a dit que j'agissais comme un enfant et que j'étais irresponsable. Je lui ai demandé si elle voulait avoir cette conversation sur mon porche où les voisins pouvaient entendre, ou si elle voulait partir. Elle s'est approchée. Elle a dit que je lui devais une explication. Elle a dit qu'après tout ce qu'elle avait fait pour moi, après m'avoir élevé et s'être sacrifiée pour moi, c'était ainsi que je la remerciais. Je lui ai posé des questions sur l'assurance vie de papa. Je lui ai posé des questions sur les 300 000 $. Son visage a changé juste un instant, un éclair de panique avant qu'elle ne se reprenne. Elle a demandé où j'avais entendu ça. Elle a dit que c'était compliqué. Elle a dit que je ne comprendrais pas les décisions financières qu'elle avait dû prendre. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Je comprenais qu'elle m'avait menti pendant 8 ans. Je comprenais qu'elle m'avait utilisé comme une banque de secours pendant qu'elle et Vanessa amassaient de l'argent qui aurait dû être divisé en 3. Je comprenais qu'elle m'avait testé avec le bonheur de mes enfants pour voir combien de manque de respect je tolérerais. Elle a commencé à parler. J'ai levé la main. Je lui ai dit que j'en avais assez. Je lui ai dit que j'avais passé 8 ans à être le filet de sécurité de la famille, et que la seule chose que j'avais reçue en retour était d'être traité comme si j'étais jetable. Je lui ai dit que mes enfants avaient pleuré parce qu'elle avait donné leur voyage à des enfants qui n'avaient même pas dit merci. Je lui ai dit que j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, finançant son style de vie, pendant qu'elle se moquait de moi parce que j'étais trop émotif. Elle a dit que j'étais dramatique. Elle a dit que la famille s'aidait mutuellement. Elle a dit que je brisais la famille à cause de l'argent. Je lui ai dit qu'elle avait brisé la famille quand elle avait choisi de me mentir au sujet de l'assurance de papa. Je lui ai dit qu'elle l'avait brisé quand elle avait donné le voyage de mes enfants. Je lui ai dit qu'elle l'avait brisé chaque fois qu'elle m'avait traité comme un guichet automatique au lieu d'un fils. Elle a demandé ce qu'elle était censée faire maintenant. Sa voix était passée de la colère à quelque chose de plus proche de la panique. Je lui ai dit la même chose qu'elle m'avait dite. Je lui ai dit de demander à sa famille préférée de s'en occuper. Elle m'a regardé fixement. Elle a demandé si j'allais vraiment la laisser perdre sa maison. Je lui ai dit que j'avais payé cette maison pendant 8 ans pendant qu'elle était assise sur 300 000 $. Je lui ai dit qu'elle avait des ressources, elle ne voulait tout simplement pas utiliser son propre argent. Elle m'a traité d'égoïste. Elle m'a traité d'ingrat. Elle a dit que papa aurait honte de moi. Je lui ai dit que papa aurait honte d'elle pour avoir menti au sujet de l'argent de son assurance et volé ses petits-enfants. Je lui ai dit que papa serait dégoûté qu'elle ait utilisé sa mort pour me manipuler et me faire financer sa retraite. Son visage est devenu rouge. Elle a ouvert la bouche pour crier quelque chose. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Elle est restée sur mon porche pendant 5 minutes de plus, criant à travers la porte au sujet de la famille, de la loyauté et de la responsabilité. Finalement, elle est partie. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle montait dans sa voiture, la voiture que j'avais financée, la voiture qui serait saisie dans environ 3 semaines si elle ne trouvait pas une solution. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais libre. Les appels et les messages ont commencé à arriver par vagues. Vanessa en premier, des textos en colère exigeant de savoir pourquoi sa carte de crédit ne fonctionnait pas. Puis Marcus, des messages vocaux confus au sujet de son avis de résiliation d'assurance automobile. Puis des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années,
soudainement préoccupés par l'unité familiale. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai passé mes soirées à tout documenter. J'ai créé un document chronologique détaillé, chaque paiement, chaque date, chaque conversation dont je pouvais me souvenir. J'ai inclus les captures d'écran que j'avais prises au cours du dernier mois, les relevés bancaires montrant 8 années de virement, les images de chèques annulés, les documents de prêt avec mon nom comme co-signataire, les déclarations d'assurance me désignant comme garant. J'ai ajouté le message vocal de Marcus au sujet de l'argent de l'assurance. Je l'avais fait transcrire et notarier. J'ai demandé une copie de l'acte de décès de papa et des relevés de versement de la police d'assurance. C'étaient des informations publiques. Il s'est avéré que l'avocat qui s'était occupé de la succession de papa en avait encore des copies. Il me les a envoyées par courriel dans les 3 jours, 300 000 $ versés à maman en tant que seul bénéficiaire. Le testament de papa avait spécifié qu'il devait être divisé entre ses enfants si quelque chose lui arrivait, mais la police d'assurance ne mentionnait que maman, une technicité qu'elle avait exploitée. J'ai fait des copies de tout, numériques et physiques. Je les ai stockées à 3 endroits, une à la maison, une dans un coffre-fort que j'ai ouvert dans une banque de l'autre côté de la ville, une téléchargée sur un service cloud sécurisé. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Il était spécialisé dans les litiges financiers familiaux. J'ai apporté mon dossier de documentation. Il a passé 1 heure à l'examiner, prenant parfois des notes, son expression neutre. Quand il a terminé, il a levé les yeux vers moi et m'a demandé quel résultat je souhaitais. Je lui ai dit que je ne voulais pas récupérer d'argent. Je lui ai dit que je voulais être protégé. Je voulais m'assurer qu'ils ne pouvaient pas me poursuivre en justice, qu'ils ne pouvaient pas prétendre que je leur devais quoi que ce soit, qu'ils ne pouvaient pas inscrire mon nom sur de nouvelles dettes. Il a dit que c'était intelligent. Il a rédigé une lettre de mise en demeure. Elle stipulait clairement que je n'étais plus financièrement responsable d'aucun membre de ma famille, que mon nom ne devait pas être utilisé sur des documents financiers futurs sans mon consentement écrit explicite, et que toute tentative de le faire serait considérée comme une fraude. Il a préparé des copies pour maman, Vanessa et Marcus. Courrier certifié, accusé de réception demandée. Il devrait les signer. Pendant que j'attendais que les lettres soient traitées et envoyées, je me suis concentré sur mes enfants. Je les ai emmenés au parc. J'ai aidé aux devoirs. J'ai préparé des dîners ensemble. J'ai commencé à verser de l'argent dans un compte d'épargne destiné à de vraies vacances, juste nous 4. Emma a demandé un soir si grand-maman était fâchée contre moi. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que grand-maman avait fait des choix qui avaient blessé notre famille, et que je devais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Je lui ai dit qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas le laisser te maltraiter. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle comprenait. Liam a demandé si nous étions pauvres maintenant que je n'aidais plus tout le monde. Je lui ai montré notre budget. Je lui ai montré combien d'argent nous avions réellement quand j'ai cessé de l'envoyer. Ses yeux se sont écarquillés. Il a demandé pourquoi je donnais tout. Je lui ai dit que je pensais que c'était ce que la famille exigeait. Je lui ai dit que j'avais tort. Sophie s'est contentée de me prendre la main et a dit qu'elle était contente que je sois plus souvent à la maison. Elle a dit que j'avais l'air moins fatigué. Elle avait raison. Je dormais mieux. Je mangeais mieux. Le nœud constant dans mon estomac s'était desserré. Les lettres certifiées ont été livrées un vendredi. J'ai reçu les notifications d'accusés de réception le lundi matin. Toutes les 3 signées. Toutes les 3 livrées. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 4 heures. Puis il a explosé. Le premier appel est venu de Vanessa. Elle criait avant même que je n'ai dit bonjour. Elle a exigé de savoir qui je pensais être, envoyant des menaces légales à la famille. Elle a dit que je détruisais la vie de tout le monde à cause de vacances stupides. Elle a dit que j'étais vindicatif et cruel. Je lui ai demandé si elle avait déjà dépensé une partie de l'argent de l'assurance de papa pour les fonds universitaires de ses enfants. Elle s'est tue. Puis elle a raccroché. Marcus a appelé ensuite. Sa voix était tremblante. Il a dit qu'il avait reçu la lettre. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère. Il a demandé si nous pouvions arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Il a dit que sa voiture allait être saisie s'il ne pouvait pas effectuer les paiements. Je lui ai dit qu'il était au courant de l'argent de l'assurance depuis 8 ans et qu'il n'avait jamais rien dit. Je lui ai dit qu'il avait ri quand Vanessa s'était moquée de moi au barbecue. Je lui ai dit qu'il avait été complice de me traiter comme un portefeuille.
Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il allait réparer ça. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour ça. J'ai raccroché. Maman n'a pas appelé. Elle s'est pointée à nouveau, cette fois avec Vanessa. Elles se sont tenues ensemble sur mon porche, Vanessa tenant la lettre légale, toutes les deux furieuses. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invitées à entrer. Maman a dit que nous devions parler. Elle a dit que cela était allé trop loin. Elle a dit qu'elle était prête à oublier ma crise de colère si je voulais bien être raisonnable. J'ai demandé à quoi ressemblait être raisonnable pour elle. Vanessa s'est lancée. Elle a dit que je devais annuler tous les changements financiers, rétablir leur accès au compte et m'excuser d'avoir causé des problèmes. Elle a dit que si je faisais cela, nous pourrions aller de l'avant en tant que famille. J'ai demandé si cela incluait de me rendre mes 14 000 $. Vanessa a dit que cet argent était dépensé et que je devais laisser tomber. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que chaque mot de cette lettre légale était exact et exécutoire. Je leur ai dit que j'avais 8 ans de documentation prouvant qu'elle m'avait utilisé comme un guichet automatique personnel. Je leur ai dit que j'avais le message vocal de Marcus au sujet de l'argent de l'assurance. Je leur ai dit que j'avais des copies de la police de papa montrant exactement ce qu'elle m'avait caché. Le visage de maman s'est vidé de sa couleur. Elle a demandé ce que je prévoyais de faire avec ces informations. Je lui ai dit que cela dépendait entièrement de ce qui allait se passer ensuite. Je lui ai dit que si elle me laissait tranquille, si elle cessait de me contacter et d'exiger de l'argent, si elle respectait les limites que j'avais fixées, alors les informations resteraient privées. Mais si elles continuaient à me harceler, si elles essayaient de se venger, si elles s'en prenaient à moi ou à mes enfants, je rendrais tout public, chaque reçu, chaque virement, chaque mensonge. Vanessa a dit que je n'oserais pas. Elle a dit que cela me ferait paraître tout aussi mal. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon courriel. Je leur ai montré un brouillon de messages adressés à tous les membres de notre famille, tantes, oncles, cousins, famille, amis. La ligne d'objet disait « Transparence financière et responsabilité familiale ». Le corps comprenait des pièces jointes, toute la documentation. Je leur ai dit que le courriel était programmé pour être envoyé automatiquement dans 72 heures à moins que je ne l'annule. Je leur ai dit que c'était leur fenêtre pour décider si elles voulaient gérer cela en privé ou en public. Maman a attrapé le bras de Vanessa. Elle lui a dit qu'elle devrait partir. Vanessa avait l'air de vouloir argumenter, mais maman l'a tirée vers la voiture. Avant de partir, maman s'est retournée. Elle a demandé pourquoi je faisais ça. Sa voix était différente, plus petite, presque brisée. Je lui ai dit que c'était parce que mes enfants méritaient mieux. Je lui ai dit que c'était parce que je méritais mieux. Je lui ai dit que leur permettre de m'utiliser n'était pas de l'amour, c'était de l'autodestruction. Elle n'a pas répondu. Elles sont parties. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de Vanessa. Pas de mots, juste un reçu de transaction. Elle a viré 14 000 $ sur mon compte. La ligne de note disait « Le remboursement du parc d'attractions ». 1 heure plus tard, Marcus a envoyé un texto. Il a dit qu'il avait signé des papiers de refinancement pour me retirer de son prêt automobile. Il a dit qu'il faudrait quelques semaines pour le traiter, mais qu'il s'en occuperait. Il a dit qu'il était désolé. Maman n'a rien envoyé. Mais les appels ont cessé, les demandes ont cessé, les tentatives de manipulation ont cessé. J'ai annulé le courriel programmé. J'ai conservé toute la documentation. Mon avocat a appelé le lendemain. Il a dit que j'avais parfaitement géré la situation. Il a dit de conserver des traces de tout ce qui s'était passé après la livraison des lettres. Il a dit que j'étais protégé. Je l'ai remercié. J'ai payé sa facture. Cela valait chaque centime. La maison a été vendue 3 mois après que j'ai tout coupé. Maman a emménagé dans un petit condo. Elle pouvait se le permettre avec ce qui restait de l'argent de l'assurance de papa une fois qu'elle a commencé à l'utiliser réellement. Vanessa a trouvé un emploi, un vrai, à temps plein avec des avantages sociaux. Marcus a réussi à garder sa voiture en faisant des heures supplémentaires. J'ai entendu tout cela par des cousins éloignés, pas directement d'eux. Nous ne nous sommes plus parlé depuis ce jour sur mon porche. Parfois, je me demande si nous le ferons un jour. La plupart du temps, je n'y pense pas. Ce à quoi je pense, c'est le son des rires de mes enfants. En ce moment, se sont remplis cette maison de plage que j'ai louée pour une semaine, nos vacances, celles pour lesquelles j'ai économisé après que tout se soit calmé,
celle que personne n'a enlevée. Emma ramasse des coquillages dans un seau en plastique, tenant chacun d'eux au soleil pour voir les couleurs. Liam construit un château de sable élaboré avec une précision architecturale qui me fait sourire. Sophie danse dans les vagues peu profondes, sa joie si pure qu'elle me serre la poitrine de la meilleure des manières. Je suis assis sur une chaise de plage avec un livre que je n'ai pas ouvert, je les regarde simplement, je suis simplement présent, je respire simplement sans ce poids constant sur mes épaules. La semaine dernière, Emma a demandé si nous pouvions inviter grand-maman à venir nous rendre visite un jour, pas pour rester, juste pour visiter. Je lui ai dit peut-être un jour, mais pas encore. Je lui ai dit que certaines relations ont besoin de temps et de distance avant de pouvoir redevenir saines. Elle a acquiescé. Elle est sage pour une fille de 12 ans. Les 14 000 $ que Vanessa a rendus sont maintenant dans un fonds universitaire, divisé en 3, Emma, Liam et Sophie. Ils auront chacun quelque chose de réel, quelque chose qui leur appartient, quelque chose que personne ne peut enlever ou réaffecter à des enfants plus méritants. Je travaille au même emploi, mais je ne me tue plus à la tâche avec des heures supplémentaires. J'ai de l'énergie quand je rentre à la maison. Je cuisine de vrais dîners. J'aide aux devoirs sans m'endormir à table. Je suis présent dans ma propre vie au lieu de financer celle de tout le monde. Mon compte d'épargne augmente chaque mois, pas rapidement, mais régulièrement. J'ai maintenant un fonds d'urgence, un vrai, le mien pour mes enfants et moi. Parfois, tard dans la nuit, je pense encore à ce barbecue, au visage suffisant de Vanessa quand elle m'a remercié d'être compréhensif, au rire méprisant de maman quand j'ai dit que cela comptait pour mes enfants, à Marcus me montrant ses photos comme si c'était quelque chose à célébrer. Ces souvenirs ne font plus aussi mal qu'avant. Ils me rappellent simplement ce que je ne suis plus. Je ne suis pas un paillasson. Je ne suis pas un guichet automatique. Je ne suis pas un plan de secours. Je suis un père. Je suis un homme qui a appris que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. Je suis quelqu'un qui a choisi le bien-être de ses enfants plutôt que la commodité de sa famille. Le soleil se couche maintenant, transformant le ciel en orange et rose. Sophie court vers moi, dégoulinant d'eau de mer, et demande si nous pouvons revenir l'année prochaine. Je lui dis, oui. Je lui dis, nous pouvons en faire une tradition, juste nous, notre petite famille. Elle me serre dans ses bras, mouillant ma chemise, et dit, ce sont les meilleures vacances de tous les temps. Liam est d'accord depuis son château de sable. Emma tient un coquillage spiralé parfait et dit qu'elle va le garder pour toujours. Je regarde leur visage, bronzé et vraiment heureux. Et je sais que j'ai fait le bon choix, le seul choix, le choix que j'aurais dû faire il y a des années. Mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors, m'attendant à un courriel de travail. C'est un texto de Marcus. Juste 2 mots, merci. Je le fixe pendant un long moment. Puis je range mon téléphone sans répondre. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. En ce moment, cela n'a pas d'importance. En ce moment, je regarde mes enfants jouer dans l'océan. Je sens la brise salée sur mon visage. J'existe dans cet instant que personne n'a acheté avec la manipulation ou enlevé avec la cruauté. Je suis libre. Mes enfants sont heureux. Et cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent que j'ai donnée, n'importe quelle relation que j'ai perdue, n'importe quel titre familial auquel j'ai renoncé. Les vagues déferlent, régulières et constantes. Et Marie. Liam crie à propos des douves de son château. Sophie éclabousse dans l'écume, et je souris, vraiment souris. Pour la première fois en 8 ans, je souris parce que je suis exactement là où je suis censé être avec ma famille, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Le soleil disparaît sous l'horizon, et le ciel s'embrasse de couleurs. Demain, nous explorerons la promenade, essaierons de nouveaux restaurants, créerons d'autres souvenirs qui n'appartiennent qu'à nous. Mais ce soir, cet instant suffit. Cette paix suffit. Cette liberté suffit. Je suis suffisant.